Passé de 19 minutes, le candidat numéro 5, élection présidentielle, est avec nous. Floribert Anzoulouni, qui revient d'une première partie de sa tournée à l'intérieur du pays. Il revient du Sud Kivu et du Nord Kivu. Il revient donc de l'Est de la République démocratique du Congo. On va lui demander comment cela s'est passé, comment cela se passe au cours de sa campagne, ce qu'il compte faire aussi. Attention, son programme sera passé en revue. Avec Thierry Kamboundi, avec Osé Manzanza et avec Trésor Kiyombo, on va aussi lui poser les questions que vous vous posez. Vous êtes sur YouTube, vous êtes sur Facebook, vous êtes surtout sur la FM, au 88.4 FM, sur nos radios partenaires. Merci de votre fidélité, merci de votre attention. Monsieur Floribert Anzoulouni, bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous demander de vous rapprocher du micro parce que c'est important, sinon on ne vous entend pas. Alors, vous êtes le candidat numéro 5, élection présidentielle. On va commencer d'abord par décliner votre programme. Que comptez-vous faire au niveau politique, au niveau sécurité et au niveau, en plus, sécurité, vous venez de l'Est du pays où il nous revient que l'évolution même de votre campagne s'est déroulée sous protection Ouazalendo. Pas du tout. Et que comptez-vous faire côté économique? La parole est à vous. Très bien. Merci beaucoup, M. Sakoné, pour l'invitation. Alors, pour ce qui est de notre projet de société, je pense que la première chose que je dois faire, c'est expliquer rapidement la démarche qui mène à notre candidature. C'est extrêmement important parce que c'est de là que découle finalement notre projet de société. C'est une démarche d'abord qui est collective, très important à dire. Ce n'est pas une démarche personnelle, c'est une démarche qui vient de la société civile, d'acteurs qui viennent de la société civile et de l'engagement citoyen, d'acteurs qui se sont rendus compte que finalement le pays était pris en otage par un groupe de personnes, un groupe d'acteurs finalement politiques de toutes tendances confondues, qui ont pris le pays en otage, qui ont pris les ressources du pays en otage et qui finalement utilisent ces ressources pour leurs intérêts personnels en lieu et place de développer le pays. C'est le constat qui a été fait. Deuxièmement, nous avons mené un certain nombre d'actions avant cette entrée en politique qui est liée à ce projet politique. Nous avons organisé des consultations populaires extrêmement importantes avec un réseau de la société civile appelé le réseau Pona Congo, pour le Congo en français. Et ce réseau a consulté des citoyens congolais dans 34 des 35 ou 36 villes, dépendamment que compte le pays que le Congo, à travers des rencontres populaires, des tribunes populaires, des échanges avec différentes couches de la société, pour produire ce qu'on a appelé un contrat social. Ce contrat social a repris les problèmes auxquels les Congolais sont confrontés. Ils sont connus, mais il était important d'aller au contact de la population. Deuxièmement, ils ont priorisé ces problèmes. Et troisièmement, ce contrat a repris un certain nombre d'engagements que les citoyens congolais aimeraient voir les futurs dirigeants prendre lors des élections actuelles. Et donc c'est ce soubassement-là qui est à la base en réalité de notre projet politique qui se décline en 3 segments. Le premier segment, c'est le rétablissement de la sécurité. Cette question sécuritaire a 2 faces. La première face est bien évidemment la guerre, ou en tout cas qui nous est imposée, la situation d'instabilité à l'Est, qui est une situation qui est liée d'une part à la guerre que d'autres pays étrangers aujourd'hui, en l'occurrence le Rwanda, imposent à cette zone du pays depuis plusieurs décennies. Et deuxièmement, également les groupes armés locaux. C'est une réalité qui existe, qui est une réalité liée non seulement à cette guerre-là, mais également à une situation sociale. Deuxièmement, il y a l'insécurité urbaine. Là également, on a été surpris, je vous le dirais, d'apprendre que l'insécurité urbaine est réelle, est un problème prioritaire un peu partout à travers le pays. Le deuxième pilier, ou en tout cas segment, c'est le segment de la gouvernance. Ce que nous appelons l'éradication du système de gouvernance prédateur. C'est la base même en réalité de notre engagement politique. C'est parce qu'en fait, nous nous rendons bien compte que le pays aujourd'hui, comme je l'ai dit, est pris en otage par un groupe de personnes. Nous avons été engagés fortement entre 2015 et 2018, 2019, jusqu'à aujourd'hui, dans la société civile. Nous avons donc joué un rôle humblement actif de premier plan dans ce qu'on a appelé l'alternance politique en 2019. Mais très clairement, aujourd'hui, qu'on voit que le changement
je parle simplement même de changement de mode de fonctionnement des choses n'a pas évolué et nous sommes toujours finalement dans le même type de gouvernance et donc on voit bien que c'est un système qui est implanté qui malheureusement n'a toujours pas été éradiqué et notre politique aujourd'hui c'est d'éradiquer ce système. Je pourrais répondre aux questions qui sont liées. Troisièmement, c'est la question sociale. Les populations nous ont dit la situation sociale est prioritaire, c'est évident. L'accès aux soins de santé, l'emploi et toutes ces questions-là. Mais là également, il n'y a pas de miracle, encore une fois. Si vous voulez, à un moment donné, régler les problèmes sociaux, il faut créer de l'emploi. Si vous voulez créer de l'emploi, il faut créer des entreprises. Si vous voulez créer des entreprises, il faut mettre en place un cadre qui permette de créer des entreprises. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la création d'entreprises dont je parle ici, ce ne sont pas les multinationales. Je parle bien des petites et moyennes entreprises. Les entreprises qui développent un pays, qui créent de l'emploi et qui finalement créent de la richesse, de la valeur ajoutée, ce sont les entreprises locales. Mais est-ce qu'aujourd'hui nous avons un cadre pour ces entreprises locales? Apparemment, non. L'une des lois importantes sur cette question-là, c'est la loi sur la sous-traitance, qui est aujourd'hui focalisée sur la sous-traitance dans le secteur minier, qui impose à ce que la sous-traitance dans ce secteur-là, fourniture de services et de produits, soit réservée aux entreprises locales, donc aux entreprises détenues en majorité par des Congolais. Cette loi n'est pas appliquée pour diverses raisons. Mais nous disons qu'il faut aller plus loin. L'une des politiques que nous appliquons là-dessus, c'est d'abord de ramener cette loi, renforcer cette loi en la ramenant d'abord au marché public. Vous savez aujourd'hui que l'État, mauvais payeur malheureusement qu'il est, parce que le pays n'est pas bien gouverné très clairement, l'État débourse des centaines de millions de dollars annuellement en paiement de services et de produits. Mais pour avoir été banquier, directeur des risques d'une banque pendant plusieurs années, je peux vous assurer que la grande majorité de ces entreprises bénéficiaires des paiements de l'État sont des entreprises détenues par des non-congolais et pour des raisons évidentes. Là également, si on veut créer un tissu d'entrepreneurs congolais, mais commençons d'abord par, entre guillemets, et étendre, entre guillemets, cette exigence, avant tout et d'abord, aux entreprises publiques qui, elles, sont des entreprises détenues par l'État congolais. Voilà un peu globalement ce que ça renferme. Et bien évidemment, là-dedans, la question économique, c'est une chaîne. Donc, je répète, une fois que vous créez de l'emploi, vous créez des entreprises, vous créez de l'emploi et vous réglez les problèmes sociaux. Là-dedans, il y a un élément important sur lequel je dois revenir, c'est la question des investissements. Effectivement, il faut investir dans les infrastructures, les routes de dessertes agricoles. Il y a énormément de production. Nous venons de l'intérieur aujourd'hui, dans l'est du Congo, Nord Kivu. Il y a énormément de production agricole possible et aujourd'hui qui est effectuée. Mais quelles sont les voies finalement d'évacuation de ces produits? Elles n'existent pas. Ça doit faire partie des priorités. Mais encore une fois, pourquoi nous insistons sur la gouvernance et sur la fin du système de gestion prédateur? Si vous voulez investir, vous avez besoin de ressources. Les ressources, vous les avez de deux manières. Soit vous avez des réserves propres, en tant qu'État ou organisation, ce qui malheureusement aujourd'hui n'est pas le cas parce que l'État étant quasi faillite, l'État n'a pas de réserves propres, les fonds sont détournés. Soit vous allez emprunter auprès des tiers pour pouvoir investir, mais quel partenaire est suffisamment, je dirais pas inconscient, mais est suffisamment à l'aise de financer finalement un État dont la gestion est celle que nous avons aujourd'hui. J'ai été banquier, je peux vous assurer que lorsqu'on finance, la première chose qu'on regarde, c'est d'abord ce que le bénéficiaire, ou en tout cas le client qui demande ce financement, c'est ce que cette personne ou cette entreprise a réalisé au cours des 3 dernières années et on analyse sa gestion. C'est sur ça en réalité qu'est basé un financement. Mais lorsque vous analysez la gestion du Congo, vous vous rendez bien compte que c'est très difficile d'apporter des financements importants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons des défis importants pour mobiliser des fonds qui doivent permettre d'investir, de financer des investissements importants. Voilà. La lutte contre le système de prédation, c'est l'un des piliers de votre projet de société, Monsieur Floribert Anzuluni, candidat numéro 5 à la présidentielle. Alors, vous avez présenté les grandes lignes de votre programme. Nous allons prendre secteur par secteur. Tout à fait. On commence par la politique. Tout à fait. Une fois élu, quelles sont les réformes que vous comptez mettre en place pour changer quoi? Comme je l'ai dit, la première réforme, c'est la qualité de nos dirigeants.
Vous pouvez mettre autant de réformes que vous voulez, mais tant et aussi longtemps, et c'est la raison même de notre engagement politique, que la qualité des acteurs que nous avons aujourd'hui reste la même. En réalité, c'est ce qui se passe malheureusement. Nous allons continuer à tourner en rond. Et vous changez, Nous avons aujourd'hui des acteurs, je l'ai dit, qui malheureusement manquent certaines valeurs. Premièrement, on a l'impression que ces acteurs n'aiment pas vraiment le Congo, ni finalement les Congolais. Je pense qu'il ne faut pas aller loin, il faut commencer par les valeurs qu'un acteur politique porte. Un acteur politique va en politique pour trouver des solutions aux problèmes auxquels les Congolais sont confrontés, et donc c'est un service que l'acteur politique va rendre. Aujourd'hui, nous avons des acteurs qui circulent, par exemple, d'un camp politique à un autre, sur base de leurs propres intérêts personnels. Nous disons qu'il faut renouveler qualitativement la classe politique, et donc notre défi politique aujourd'hui, c'est d'emmener dans l'espace politique, et non pas dans le système politique, la nuance est importante, d'emmener dans l'espace politique des personnes qui ont peut-être un peu plus de valeur et d'amour pour ce pays et pour les Congolais, des personnes qui ont un minimum de vision pour ce pays, un minimum de compétences, un projet minimum à mettre à la disposition des Congolais. Oui, mais vous le faites comment? La classe politique, on ne la change pas comme on changerait son cabinet? C'est un processus, c'est bien ce que nous disons. Nous ne disons pas, et là la question est très importante, nous ne disons pas que nous allons changer le Congo en 24 heures. Nous disons aujourd'hui que nous avons entamé un processus qui, probablement à moyen, de préférence moyen terme, pourquoi pas moyen long terme, va pouvoir renouveler qualitativement la classe politique. Celui qui viendra vous dire qu'il va apporter un changement ponctuel sur 6 mois sur un mandat, ne vous dit pas la vérité. Ce n'est pas possible. Nous sommes conscients de cette réalité, mais il faut commencer quelque part. Et nous avons commencé par le processus que nous avons engagé aujourd'hui avec notre dynamique politique. Au niveau des institutions en place, qu'est-ce que vous allez retoucher? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est-à-dire? Président de la République, Assemblée nationale, Sénat, gouvernement. Au moment où on parle beaucoup réduction du train de vie des institutions, vous l'avez évoqué plusieurs fois, je lis souvent vos publications. Qu'est-ce que vous comptez faire? Alors, du point de vue de la réduction du train de vie des institutions, c'est là qu'effectivement le bas blesse. Et si vous voulez aujourd'hui mettre fin à ce système de gouvernance prédateur, c'est là qu'il faut toucher. Je vais vous donner un exemple de ce système finalement qui est assez particulier. Vous avez les structures d'assiette, celles qui mobilisent finalement les recettes publiques aujourd'hui en RDC. Est-ce que vous savez que sur toutes les recettes mobilisées aujourd'hui en République démocratique du Congo, il y a systématiquement l'équivalent en tout, 5% des GERAD, 5% les autres administrations et autres, 10% des montants mobilisés, qu'ils sont systématiquement redistribués. Mais ça, sans avoir l'obligation de résultat. Ça veut dire que vous mobilisez 1, vous avez 0,10, 1,10 qui sont redistribués. Cette redistribution va à la DGRAD, donc au numéro 1 de la DGRAD en réalité, et va dans les administrations, ministères et autres choses. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ensuite, la répartition de ces fonds n'est pas régulée. Ça veut dire que vous avez en réalité un DG, un ministre et autres qui bénéficient de ce montant. Je parle bien de 10%, l'équivalent de 10% des recettes mobilisées. Voilà le genre de choses auxquelles il faut mettre un terme. Vous allez faire quoi? Mettre un terme à cela. Réduire drastiquement ça et surtout imposer à ce que cette redistribution se fasse sur base d'un résultat. C'est le résultat qui doit permettre ça. Mais ça, c'est un mécanisme mis en place par ce système. Parce que c'est souvent à la base des conflits entre le ministre des Finances et ces régies. Mais absolument. C'est comme ça qu'aujourd'hui, au Congo, vous avez des conseillers au ministère des Finances qui gagnent 20, 25, 30, 40 000 $. De manière régulière, je vous dis bien. Bah, renseignez-vous. Je pense que le ministre des Finances doit gagner aux alentours, je dis bien de manière régulière, avec toutes ses primes, plus de 300 à 400 000 $ par mois. Ce qui est complètement inadmissible. Et ça se répercute dans toute l'administration. Vous êtes sûr de ces chiffres? Vous pouvez vérifier. Les ministres? Vous pouvez vérifier. 400 000 $ vous pouvez par vérifier. mois? Les primes compris, vous pouvez vérifier. Je vous laisse le choix de vérifier. Peut-être que ça a été modifié au cours de ce mandat, mais je n'en suis pas sûr. Donc, la rétrocession aux régies financières, vous souhaitez la conditionner par les résultats? Il faut la conditionner par les résultats. Ce pays, l'administration publique, doit fonctionner sur base de résultats. Les caisses de l'État ne sont pas aujourd'hui un puits
ou alors, comme dirait un ami, finalement, tout le monde veut accéder au compte général du Trésor et prendre sa part, et puis se retrouver, comme on dit ici. Ce n'est pas ça, les caisses de l'État. Ça sera quoi? Vous produisez plus, vous gagnez plus? Et si vous produisez normalement, vous faites quoi? Dans une entreprise normale, lorsque vous produisez normalement, vous n'avez pas de prime. Lorsque vous dépassez vos objectifs, c'est à ce moment-là que vous avez des primes. Et c'est comme ça qu'on fait fonctionner l'entreprise. C'est comme ça qu'on rend, je pense, plus transparent ces mécanismes-là. Et puis deuxièmement, c'est l'utilisation de ces fonds. C'est très grave. Je vous dis bien 10% des recettes. Et donc l'utilisation de ces fonds est encore plus grave. On remet ces fonds. Je vous donne l'exemple d'un ministère, on va le remettre à un secrétaire général. Mais nous savons très bien que dans les ministères, ce sont les ministres qui contrôlent la structure. Et donc le ministre prend l'argent et le redistribue comme il veut. Et comme vous pouvez l'imaginer, la plus grande part revient au ministre. Et ensuite, on redistribue un peu aux membres de l'équipe et autres bénéficiaires. Donc ça, c'est le genre de choses que auxquelles nous allons mettre un terme. Clairement. Comment vous comptez avec ça maximiser la mobilisation, élargir l'assiette fiscale pour gonfler ou revoir à la hausse le budget, comme vous l'avez dit. Mais avec ça, il est clair que les fonds, les 10%, j'insiste, c'est 10% des recettes. Je dis bien des recettes. C'est extrêmement grave. C'est redistribué à plusieurs régies, plusieurs structures, l'IGF et consorts. Vous récupérez des centaines de millions de dollars de cette manière-là. C'est la première des choses. Deuxièmement, on parle de l'entrepreneuriat. Tout le monde vous parle de l'entrepreneuriat. Mais les recettes de l'État aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les entreprises qui existent, les PME congolaises et autres entreprises, sont aujourd'hui sous pression? Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'entreprises qui sont capables de fournir suffisamment de recettes et de ressources à l'État pour pouvoir respecter ses engagements. Je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi il n'y a pas suffisamment d'entreprises? Le cadre actuel ne permet pas de créer suffisamment d'entreprises. En réalité, nous n'avons pas d'entrepreneurs congolais. Vous le savez comment? Moi, j'ai été banquier, je le sais. On a des petites et moyennes entreprises qui se débrouillent, mais on n'a pas d'entrepreneurs congolais aujourd'hui. Ce qu'il faut faire, et c'est notre politique, la politique à mettre en place, c'est de mettre en place un contexte qui permet d'élargir le nombre d'entreprises. Ce n'est que comme ça. Comment? Les conditions. Premièrement, le contexte, la création d'entreprises. Il y a un guichet unique aujourd'hui, mais qui est complètement inefficace. J'ai été moi-même victime, je suis entrepreneur, j'ai un cabinet conseil. Une entreprise qui doit se créer en 3 jours, aujourd'hui, se crée en 2, 3, 4 semaines, et on le sait tous, avec... moyennant discussion et autres choses complètement inadmissibles si vous voulez avoir votre entreprise rapidement. Donc il faut non seulement avoir le guichet unique, il faut s'assurer que les règles appliquées au fonctionnement de ce guichet unique sont véritablement appliquées. Vous avez la question du financement. Mais les PME aujourd'hui, j'insiste, j'ai été banquier, ont extrêmement de mal à se financer. Pourquoi? Là également, ce n'est pas le secteur bancaire, c'est le contexte. Une banque pour financer a besoin d'un contexte de risque acceptable. Vous avez un pays dans lequel, et ça fait partie de l'une de nos politiques phares, dans lequel l'identification des Congolais n'a pas été faite depuis 82, je pense, avant ma naissance. Moi, je suis né en 83, j'ai 40 ans. Et donc, vous demandez aujourd'hui à une banque de financer des personnes physiques et ou morales qui ne sont pas identifiables. Première réalité. On nous a parlé de cette identification pendant ce mandat. On a l'impression que ça a été utilisé pour tenter peut-être de justifier, je pense, probablement, une prolongation du délai du mandat. Ça a été le cas également dans le régime passé. Mais jusqu'à présent, la seule personne que nous avons vue brandir une carte ou un modèle de carte, c'est le président de la République. Mais c'est inadmissible. Comment un pays peut-il fonctionner de la même manière? Je vais même plus loin. Tous les budgets que nous vous donnons et les prévisions que nous vous transmettons, pour vous dire la vérité, sont loin de la réalité. D'où tirons-nous les données finalement de toutes ces prévisions que nous vous donnons? Nous les tenons des rapports publiés par des organismes qui sont généralement même pas des organismes congolais, qui font en fait de la statistique. Mais nous n'avons des estimations. Nous n'avons pas de données. Comment voulez-vous décider de dire comment on finance la jeunesse quand vous ne connaissez pas la proportion de votre jeunesse? Comment voulez-vous dire comment on finance les personnes âgées quand vous ne connaissez pas même finalement le nombre de Congolais est inconnu. Certains disent 80, 90, 100 millions. Donc l'identification de la population, priorité des priorités. Priorité des priorités, c'est d'ailleurs la première des priorités. C'est celle-là qui nous permet d'avoir des données suffisamment importantes pour pouvoir, alors à ce moment-là, développer des véritables politiques. Ce que nous faisons ici, ce sont des estimations. Deuxièmement, il faut mettre en place un cadre. Ce cadre-là parle du cadre juridique, du cadre administratif. On a parlé de la création d'entreprises. Au niveau des taxations, là également. Donc vous avez des structures de l'État qui harcèlent les entreprises publiques. Je reviens sur mon point essentiel, parce qu'il n'y en a pas beaucoup.
Et donc, l'État est en train de ponctionner, de pousser ces entreprises à bout. Et c'est comme ça que beaucoup d'entreprises, finalement, tombent en faillite. Vous avez un cabinet conseil et soudainement, vous avez quelqu'un qui vient vous dire qu'il faut payer une taxe environnementale qui est de je ne sais pas quelle hauteur. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec... J'offre des services. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec une taxe environnementale? Trop de taxes. Voilà. Exactement. D'autres éléments, on est toujours dans la réduction du train de vie des institutions. Absolument. Comment vous faites pour ce qui est du salaire des animateurs de ces institutions? Ces salaires doivent être drastiquement réduits. Il va falloir faire une évaluation détaillée des salaires, ils doivent être réduits. Mais moi, j'ai été surpris d'apprendre qu'aujourd'hui, un général en fonction gagne, sa rémunération officielle est aux alentours de $150. Mais c'est complètement inadmissible. C'est complètement inadmissible. Et je vais donner l'exemple qui est toujours donné, mais c'est la réalité, l'exemple du député qui gagne, d'autres vous diront 15 000, 16 000, 17 000 ou 21 000, c'est complètement inadmissible. Qu'est-ce qui justifie qu'un député puisse avoir une rémunération de cette hauteur-là? Qu'est-ce qui justifie qu'un député en mandat puisse avoir un véhicule, un 4x4 neuf? Absolument rien. Pour vous, logiquement, combien doit gagner qui doit gagner combien dans l'administration publique? Je pense qu'il y a une grille salariale qui doit être élaborée, mais clairement, il faut que, prenons l'exemple du député, le député doit avoir, en réalité, ce n'est pas un salaire. Là aussi, on se trompe, ce sont des émoluments qui doivent aider le député à exercer sa fonction. Donc aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi un député gagnerait plus de $2 500, par exemple. Je ne le vois pas, il n'y a aucune justification. Pas plus de 2 500. Aucune justification pour qu'un député gagne plus de $2 500. Ministre. Les ministres, c'est la même chose. Les ministres ont également, vous le savez, ont des salaires officiels. Ensuite, il y a tous ces avantages liés à la fonction qui font qu'un ministre, renseignez-vous, gagne entre, je crois que le moins doit être aux alentours de $20 000 $30 000, et puis les mieux nantis sont bien au-delà. Entre frais de fonctionnement, primes de commission. Absolument. Frais d'émission. Absolument. C'est complètement inadmissible. C'est inadmissible et nous allons couper à ce niveau-là. Sur le plan politique, la question, c'est aussi la composition de nos institutions, bien l'architecture des institutions. Beaucoup des candidats présidents ont plaidé pour la suppression du Sénat, d'autres institutions d'appui à la démocratie. Certains ont même parlé de la suppression de la CENI, du Conseil national des droits de l'homme. Il y en a un qui a carrément dit suppression du Parlement. Voilà. Vous optez pour quoi? Vous gardez les institutions telles quelles ou bien il y a un changement majeur à apporter? Non, je pense qu'aujourd'hui, le défi n'est pas de supprimer le Sénat, l'Assemblée nationale ou une institution. Il y a un défi, effectivement, qui existe aujourd'hui, c'est au niveau des provinces. La désignation, aujourd'hui, des gouverneurs, de mon point de vue, pose problème. Nous, notre vision politique, c'est celle de la démocratie participative. C'est vrai que cette désignation indirecte des gouverneurs de province pose problème parce qu'en réalité, le gouverneur n'est pas véritablement désigné par les citoyens. Pourquoi? Parce que la corruption qui est autour fait qu'un gouverneur est désigné non pas parce que finalement la population veut qu'il soit désigné. Un gouverneur, c'est un petit président, c'est un mini-président. Nos provinces sont des tailles d'État ou sont plus grands que pas mal d'États à travers l'Afrique. Mais aujourd'hui, vous avez des gouverneurs qui sont désignés par une dizaine, une vingtaine de personnes qui, pour la plupart, ont été avant tout corrompus. Et donc, le niveau de redevabilité d'un gouverneur versus les responsabilités de ce gouverneur par rapport à la gestion de sa province nécessite, je pense, très clairement que la désignation d'un gouverneur soit au suffrage universel. Absolument. Cela signifie, pour arriver justement à ces changements, il faudra retoucher la Constitution, la loi fondamentale. S'il faut la retoucher, il faudra la retoucher, bien sûr. Avec quelle majorité parlementaire allez-vous diriger? C'est vrai que Alternative citoyenne a aligné des candidats députés nationaux aussi. Pensez-vous pouvoir avoir suffisamment des députés à l'Assemblée nationale pour vous permettre d'imposer votre politique? Alors, nous avons aligné effectivement à la députation nationale 324 candidats, mais 302 ont été retenus. Également dans les provinces, dans 15 provinces, plus ou moins 392 candidats, et au municipal également. On est aux alentours de 1000 candidats, tous scrutins confondus. Alors effectivement, oui, notre ambition est d'avoir un maximum de députés possible, et donc c'est une ambition d'avoir la majorité. Si nous ne l'avons pas, la Constitution est claire là-dessus, nous tenterons, nous essaierons de constituer une majorité, bien évidemment avec des groupes, ou en tout cas des groupes parlementaires ou des députés, avec lesquels nous partageons des valeurs, avec lesquels nous pouvons mettre ensemble, mutualiser les visions et projets de société. Aujourd'hui,
L'alternative citoyenne se situe où dans la configuration politique actuelle? Vous êtes candidat président de la République, donc opposé à celui qui est en fonction actuellement. Est-ce que vous êtes toujours en train de vous dire que nous venons de la société civile, nous sommes de la société civile, nous sommes un peu la troisième voie au milieu de ceux qui sont en train de se chamailler? Non, nous ne sommes pas la troisième voie. La troisième voie voudrait dire qu'il y a deux voies. Pour nous, il n'existe pas deux voies. Il existe une voie dans laquelle les uns et les autres se positionnent de temps en temps à gauche et à droite. C'est très important, c'est différent. Une voie, c'est-à-dire Il existe un système dans lequel vous avez des acteurs qui se positionnent lundi dans l'opposition, pas besoin de les citer, mardi dans la majorité au pouvoir, selon leurs propres intérêts, mais qui en réalité ont le même mode de fonctionnement. Nous disons de manière imagée que ce sont les enfants d'une même famille. Et donc nous nous présentons comme une alternative au système, avec les tares que j'ai cités, la corruption, les détournements de fonds et tout ce qui s'en fait. Mais aujourd'hui, il y a des candidats, pour aller dans le même sens que la question de Trésor, il y a des candidats qui s'affichent clairement de l'opposition par rapport aux candidats au pouvoir. Oui. Vous vous situez où? Les candidats au pouvoir sont clairement dans le système, donc nous nous opposons aux candidats au pouvoir, mais ça ne se limite, j'insiste, c'est très important. Et nous avons eu une habitude aujourd'hui de penser qu'il suffisait de se déclarer opposant pour être au service ou du côté de la population, en tout cas pour être opposant. Être opposant, c'est lorsqu'on partage, on porte des idées, une vision et un projet qui est différent de la personne, de ceux qui sont au pouvoir. Est-ce que vous avez l'impression que tous ceux qui se présentent aujourd'hui comme opposants portent une vision différente? Certains opposants étaient encore récemment dans la majorité, qui est encore là aujourd'hui. Donc de notre point de vue, cette distinction n'est pas suffisante. Oui, nous nous opposons effectivement au régime actuel, nous ne sommes pas du tout alliés à ce régime, nous nous opposons au système qui n'est pas incarné que par eux, qui est incarné également par d'autres acteurs qui se positionnent comme des opposants. Mais cela ne nous empêche pas aujourd'hui, c'est peut-être la question qui allait venir, d'être en contact et en discussion avec des acteurs ou des groupes qui partagent les mêmes valeurs et la même vision que nous, celle qui est d'éradiquer ce système de gouvernance. Et nous sommes en discussion avec certains... Justement, j'allais arriver là, puisqu'on a lu la presse, on a vu que vous avez dit être en discussion avec les docteurs Denis Mukwege et Martin Fayulu. En ce moment où on parle à ralliement à la candidature d'autres candidats présidents de la République, vous aussi vous organisez à votre manière pour allier la candidature de Denis Mukwege ou de Martin Fayulu? Alors moi, je n'ai pas dit, je pense qu'il y a eu une interprétation qui n'est pas mauvaise. Je n'ai pas dit clairement être en discussion avec... messieurs Fayulu et le docteur Denis Mukwege, mais il est clair que nous sommes en discussion avec des personnes, des groupes qui sont, et oui, effectivement, le docteur Mukwege en fait partie, monsieur Fayulu en font partie, et donc les discussions ont lieu. De toute façon, en politique, il y a toujours des discussions. Mais encore une fois, la question de ralliement nous pose, nous, un problème. Le ralliement, aujourd'hui, je vais être encore obligé de l'imager, mais on a l'impression de se retrouver aujourd'hui dans un mercato. Moi, j'aime beaucoup le football, où finalement, les uns et les autres se retrouvent dans un camp ou dans l'autre. Pour nous, il n'est pas question d'un ralliement. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous dis que les discussions se poursuivent. Il est question de s'asseoir et de voir si, ensemble, nous pouvons mutualiser certaines choses pour ensuite travailler ensemble pour trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Premièrement, c'est une question de valeurs. Avons-nous des valeurs communes? C'est la première question qu'il faut se poser. Deuxièmement, c'est une question de projet politique. Mais peut-être que mon projet politique à moi a des éléments qui sont inacceptables dans le projet de politique ça peut être de M. Fayulu. Et donc, il faut s'accorder là-dessus. Est-ce qu'on peut s'accorder ou pas? Une fois qu'on s'accorde sur ces choses-là, pour nous, en termes de valeurs, d'ailleurs, la première, c'est de dire qu'on doit éradiquer ce système de gouvernance prédateur. Si on s'accorde sur tous ces éléments-là, ensuite, nous pouvons nous accorder sur les conditions de notre union. Mais quand vous me parlez de ralliement, c'est quelqu'un qui se réveille un matin et qui dit « moi, je rejoins telle personne ». J'ai entendu certaines personnes dire « je rejoins et puis ensuite nous allons travailler sur le projet commun ». Je ne comprends pas. C'est-à-dire que pour moi c'est un préalable. Pour nous c'est un préalable. D'accord, mais avec ceux avec qui vous discutez, oui. À 13 jours des élections, vous en êtes où? Je pense que dans les prochains jours, vous en saurez plus. J'espère que... Vous êtes très avancé ou vous êtes... Je pense que les discussions sont diverses, elles se poursuivent. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant, mais je pense que dans les prochains jours, ce sera beaucoup plus clair. Les discussions sont à quel niveau, si nous pouvons être indiscrets? Vous discutez programme? Vous discutez ralliement? Comme je l'ai dit, c'est sur ces deux aspects. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, en termes de valeurs, nous semblons très clairement être en harmonie.
Maintenant, valeur et objectif, c'est l'éradication du système de gouvernance prédateur. Pour nous, c'est fondamental. Et ensuite, maintenant, il faut s'accorder sur les visions et projets politiques et voir si on peut avoir... Et là également, permettez-moi, on a un avantage extrêmement important, c'est que toutes ces personnes, en réalité, ont signé, ont adhéré au contrat social. Donc ça facilite les choses. Ils ont adhéré aux revendications de la population que nous avons, en tant que société civile à son époque, collectées et qui, finalement, action inédite, qui est aujourd'hui assez inédite. Vous l'avez, je ne sais pas si on a déjà vu ça dans l'espace politique. Floribert Anzoulouni, candidat numéro 5 à la présidentielle du 20 décembre, courant Osé Manzaza. On va déjà quitter réforme institutionnelle. Je voulais parler de la sécurité. Vous êtes candidat pour l'élection de 2023, mais qu'est-ce que vous comptez faire concrètement pour ramener la paix dans la partie est du pays, pas seulement dans l'est, et à l'ouest également. Il y a des poches d'insécurité, Kwamout, Maluku, il y a même à Kisangani, dans la province de la Tchopo, ville de Kisangani. Qu'est-ce que vous allez faire pour ramener la paix en RDC, pour ne pas dire dans la partie est du pays principalement? Là également, je pense qu'il n'y a pas de miracle non plus. Il faut restaurer un État. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'insécurité règne, je recommence par l'Est du Congo, dont je suis originaire, que je connais plus ou moins, avec ces conflits que je suis depuis assez longtemps. Mais cette insécurité est d'abord due à quoi? Avant tout, elle est due à notre incapacité interne à sécuriser notre espace. Là également, je vais utiliser une image parce que ça permet peut-être de faciliter la compréhension. Vous êtes dans votre maison. Votre frigo est plein de nourriture. Vos voisins ont des frigos presque vides. Vous avez votre portail d'entrée qui est grande ouverte. Vous avez un gardien qui est affamé lui-même, et qui ne mange pas, qui souffre. Vous avez votre portail de la porte d'entrée de la maison qui est un peu entrouverte. Et puis pire encore, dans la maison, vous avez une ou deux personnes qui vont de temps en temps chez les voisins et disent « Ah, vous savez, là-bas, il n'y a pas de gardien, il n'y a pas ceci, on va accéder au frigo. » Mais tant que vous avez cette situation-là, ne vous étonnez pas que vos voisins mettent en place des stratégies pour venir s'accaparer de votre nourriture. C'est d'abord ça la première responsabilité que nous avons ici. Notre système de défense et de sécurité, je suis désolé, n'est pas au point aujourd'hui. Et ça n'a rien à voir avec nos militaires, une partie de nos militaires qui sont des vaillants combattants. Je tiens vraiment à faire une différence de taille. Nous avons des militaires qui sont des vaillants combattants, mais qui n'ont ni les conditions, et vous le savez, le salaire d'un militaire est connu, et encore une fois, il faudra encore que ce salaire arrive. Les conditions sociales de ces militaires sont déplorables. Nous avons rencontré dans notre périple, que ce soit à Kinshasa avant de partir, et à l'Est, principalement le Nord Kivu, des mamans, des femmes veuves de militaires, des enfants de militaires. Je vous assure, j'ai eu des larmes aux yeux. Ces familles sont complètement abandonnées. Ces mamans sont impayées, ne reçoivent pas les primes de leurs enfants, de leurs maris défunts depuis 3 à 4 mois. Mais comment voulez-vous qu'un militaire qui est au front, qui est informé de cette situation, puisse défendre correctement le pays? La qualité de la formation de nos militaires, des centres de formation. Dans quel état se trouvent ces centres de formation? En fait, il n'y aura pas de miracle tant que nous n'aurons pas reconstruit un système de défense et de sécurité, armée, police, services de sécurité adéquat, cela ne sera pas possible. De notre point de vue, en un mandat, 5 ans, il est possible, après analyse avec nos experts, de poser les bases de la reconstruction d'un système de défense et de sécurité approprié. Mais cela demande non seulement de la détermination, de la volonté, mais aussi aujourd'hui, la réalité, c'est qu'une partie des acteurs actifs n'ont aucun intérêt à reconstruire cette armée. Donc vous n'êtes pas de ceux qui pensent que c'est possible de résoudre ces problèmes en 6 mois, en une année? C'est totalement impossible, M. Gamboudi. Je vous dis, pour moi, c'est de la démagogie. Il est impossible de résoudre ce problème en 6 mois. Maintenant, je pense qu'il faut faire la différence entre deux choses. Il est peut-être possible d'atténuer le conflit actuel, parce qu'aujourd'hui, j'insiste, nous sommes attaqués par le Rwanda. Le M23 est utilisé par le Rwanda, il faut le dire très clairement. Il est possible probablement d'atténuer ce conflit-là, mais il ne sera pas possible de mettre un terme à l'insécurité et au conflit dans l'Est. Oui, ça passe par la reconstruction. Je suis d'accord. Vous l'atténuez comment? Parce que vous êtes élu le 20 décembre, la population du Kivu attend des résultats.
premièrement, parce que la reconstruction est visible, vous commencez à faire un travail sérieux sur la restauration et la reconstruction de notre système de défense et de sécurité. J'étais dans mon explication. Première partie, c'est donc interne. La deuxième partie, dans la crise aujourd'hui à l'Est avec le Rwanda, il va falloir également faire comprendre au régime rwandais que cette stratégie, parce que ça aussi c'est une réalité qu'il faut reconnaître. Autant nous reconnaissons que le Congo doit se réorganiser, autant il faut reconnaître, et il y a suffisamment de rapports internationaux qui le démontrent aujourd'hui, que le régime rwandais a depuis 2-3 décennies mis en place une stratégie du chaos, qui consiste à avoir une instabilité à l'est du pays pour deux objectifs. Le premier est clairement sécuritaire. Le Rwanda, n'oublions jamais que le régime actuel a pris le pouvoir sur base, ils étaient en exil dans un pays voisin, en l'occurrence l'Ouganda, une partie en RDC, et donc ils connaissent les dangers d'une organisation d'un pays étranger. Mais deuxièmement, très important, c'est qu'il y a également une oligarchie au Rwanda, militaire et civile, qui profite des ressources de la RDC. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, le Rwanda, stratégiquement, officiellement, peut être vu comme étant un bon gestionnaire, parce que les fonds officiels alloués à l'État sont bien gérés. Et nous savons tous que ce qui est pillé à l'est des RDC, c'est ce qui permet au Rwanda de financer les rébellions chez nous et puis de bénéficier simplement à l'oligarchie au Rwanda. Mais est-ce que pas une lecture, je suis tenté de dire simpliste, de la situation, de ce qui se passe dans l'est du pays, quand vous dites que voilà, c'est une situation qui doit se résoudre au niveau interne? Je prends l'image de cet acteur politique qui dit, quand vous voyez un chien aboyer sur un arbre, il faut plutôt chercher à savoir qui a amené ces chiens à ces niveaux, c'est-à-dire les Rwandais, les petits Rwandais et ces petits dirigeants n'agissent pas d'eux-mêmes. C'est pour ça que vous m'avez coupé malheureusement et j'étais en train d'y arriver. Parce que la deuxième action que nous devons mener, j'ai commencé par définir, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas le positionnement du Rwanda. Pour le Rwanda, c'est une question de survie. La stratégie actuelle, l'instabilité à l'Est, et c'est ça qu'il faut convaincre le Rwanda. Et c'est là, c'est mon deuxième point. Pour convaincre le Rwanda que cette stratégie de survie, qui bénéficie bien évidemment à des intérêts plus au-dessus que le Rwanda, parce que le Rwanda a sa stratégie de survie, a convaincu d'autres intérêts plus importants que cette stratégie de survie peut leur bénéficier. C'est ce que vous êtes en train de dire et c'est ce que j'étais en train de dire. Et au final, aujourd'hui, ce soutien que le Rwanda a par d'autres forces et puissances qui sont plus importantes est lié à sa capacité à démontrer que le Rwanda est capable de servir finalement ses intérêts. Donc nous, une fois que nous réorganisons notre État, notre armée, et que nous avons un fonctionnement plus cohérent, il faut maintenant aller auprès de tous ces parrains réels ou supposés du Rwanda et leur faire comprendre que, messieurs, pour vous, il serait plus intéressant de venir directement dealer, comme on aime dire, avec les propriétaires des ressources qu'avec votre intermédiaire. Ça permettra, de mettre un terme à la guerre qui finalement a des conséquences non seulement pour nous, mais également pour vous. Mais surtout, ça vous permettra, entre guillemets, d'avoir de bénéficier finalement peut-être de plus que ce que vous avez aujourd'hui avec le Rwanda. On parle diplomatie, c'est peut-être la posture qu'avait le président sortant, Félix Tshisekedi, qui avait exprimé les besoins de cette ouverture. Il a même été dans plusieurs pays, voire même des organisations internationales pour cela, mais la situation semble ne pas changer. Mais quelle sera votre rhétorique pour amener les changements, convaincre, comme vous le dites, et amener les changements, amener la paix dans l'Est? Non, ce n'est pas ce que le régime du président Tshisekedi a fait. Je suis désolé. J'ai parlé de deux aspects importants. Le premier, c'est commencer à réorganiser le pays. Moi, 6 mois après le début du régime, j'ai entendu parler d'un procès des 100 jours. Est-ce que vous avez l'impression qu'un État qui se reconstruit, une gouvernance qui s'améliore, peut, après 6 mois, être en train d'organiser un procès dans lequel les plus hautes personnalités, même les plus proches personnalités proches d'un président de la République, sont impliquées? C'est ça aussi, la réorganisation. Oui. C'est ça aussi, ça veut dire que... Bon, enfin, vous avez posé une question. Est-ce que ça a mis un terme? Est-ce que ça a mis un terme? Ça, c'est une autre question. Est-ce que les personnes... Parce que vous avez posé la question de savoir, est-ce que vous pensez qu'un régime qui s'organise, qui vient d'être mis en place, peut 6 mois après organiser un procès? Oui. Ça peut être, si je termine, ça peut être un signal fort. Oui, mais si ces personnes sont jugées, libérées, et pourtant les procès étaient publics et réoccupent
des nouvelles fonctions importantes, est-ce que vous avez l'impression que la gouvernance s'améliore? Après, Ça, c'est une autre débat. question, mais Voilà. qui est liée, qui est connectée. Ça, En c'est plus, un procès n'a pas pour obligation de finir à une condamnation. C'est Oui, un mais procès. ici, les C'est-à-dire procès... il y a des présumés accusés qui arrivent avec des avocats qui, à la suite, ils Laurent. peuvent être acquittés, tout comme ils peuvent être condamnés. Oui, mais ici, nous avons tous suivi les procès en question en direct, des condamnations ont eu lieu et des libérations. Je pense qu'aujourd'hui, 99% des condamnés ont été libérés dans des conditions que probablement vous connaissez. Donc, premièrement, la gouvernance ne s'est pas améliorée. Très important. Deuxièmement, non. Le président Tshisekedi a pensé, et je pense que c'était une erreur, qu'il suffisait d'avoir des bonnes relations personnelles avec le président Kagame pour mettre un terme à ce problème. Le véritable problème est là, sans tenir compte du fait qu'il s'agit d'une question de survie pour le régime. Et donc, il ne suffisait pas d'avoir une coopération économique. En la réalité, même le régime du président Kagame n'a aucun intérêt aujourd'hui à avoir une coopération économique, puisque aujourd'hui, ils font beaucoup plus d'argent de la manière dont les choses se font. Mais quelle est la posture qu'il faut adopter vis-à-vis de lui et vis-à-vis de son pays? En interne, non, nous n'avons... En interne d'abord, nous devons agir de manière responsable. C'est d'abord ça la première des choses. C'est-à-dire donner les signaux qu'il faut. Gouvernance, gestion, réorganisation de l'armée. Il faut donner des signaux positifs qui démontrent qu'un État est en train de se reconstruire. Ensuite, mais vous avez maintenant au niveau externe. Vous avez dit que le président Tshisekedi s'est promené à l'extérieur. Oui, il s'est promené. Mais quand vous allez voir des gens et que ces gens vous disent, mais ok, il n'y a pas de problème, le Rwanda nous pose un problème. Dites-nous un peu en interne. Je reviens. Détournement. Vos procès en sont où? Votre gestion en est où? Votre armée, la réorganisation de votre armée en est où? Il y a la loi de programmation militaire est justement promulguée. Oui, il y a la loi des finances qui donne 10% du budget national au financement de l'armée. La loi de programmation militaire fixe justement et détermine les modes de recrutement, des formations et d'équipement d'armée. Bref, des montées en puissance de l'armée congolaise. C'est des réformes qui ont été menées justement dans ces régimes durant les premiers quinquennats. Non, cette loi est un acte positif. Le pays n'en avait pas, donc aujourd'hui on en a une. Mais vous savez que nous avons en réalité, c'est pour ça que je dis la problématique du Congo, c'est un problème d'homme. Nous avons toutes les lois possibles et imaginables qui peuvent permettre à ce pays de se développer. Mais est-ce que cette loi a été appliquée? C'est la question qu'il faut se poser. Cette loi n'existait pas. Elle existe. Non, elle existe. La loi maintenant. de programmation militaire, c'est une première. Ça n'existait pas. Je dis que maintenant elle existe maintenant, elle est d'application et elle s'exécute à partir du moment où c'est fixé. Les budgets, j'ai dit 10%. Vous avez analysé la reddition des comptes et vous avez vu que cette loi est appliquée telle qu'elle. Si elle était appliquée, les conditions des militaires seraient différentes. Les conditions, parce qu'elle parle de tout ça, la situation, les conditions sociales des militaires, la qualité des infrastructures de formation. Est-ce que vous avez ça part du recrutement. On a écouté justement les recrutements qui ont été lancés ici et là dans plusieurs centres de formation, des militaires qui ont été recrutés. Ça parle également équipement. On a vu des défilés militaires à Kinshasa, des militaires qui sont équipés. Ça parle également de la montée en puissance. On voit comment est-ce que les formations s'organisent avec d'autres pays à travers le monde. En fait, voyez-vous une montée en puissance. Pendant qu'aujourd'hui, l'EAC est en train de quitter l'est de la RDC. Moi, je viens de Goma. Je crois que nous étions est en train de quitter l'est de la RDC et que le Rwanda versus M23 est en train de récupérer toutes les positions occupées. Ce que José Manzanza a essayé de dire, c'est que la loi sur la programmation militaire votée, c'est positif. Tout ne doit pas changer sur un claquement des doigts. Ah oui. Il faut donner du temps pour que tout cela se mette en place. Cela fait 5 ans. Parce que si vous dites oui, mais ça a été voté, est-ce que telle chose a été faite? Est-ce que les infrastructures ont suivi, etc. C'est comme si tout devait tomber comme... Moi, j'ai suivi au courant du mois de... Vous l'avez suivi probablement de septembre, octobre de l'année dernière. Le ministre des Finances déclarait avoir décaissé un montant de 100 millions de dollars pour l'armée. Vous l'aviez suivi, je pense. Ensuite, il y a le ministre de la Défense de l'époque, Monsieur Kabanda. C'était la déclaration du ministre des Finances était sur Top Congo. Voilà. Et ensuite, le ministre de la Défense a fait une déclaration, si vous vous souvenez, disant que lui n'était pas informé de la destination de ces fonds. Et jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si quelqu'un connaît la destination de ces fonds. Encore une fois, moi, je ne parle que des faits. Entre-temps, l'actuel ministre de la Défense a aussi déclaré que depuis l'indépendance, jamais un gouvernement n'a autant investi sur l'équipement militaire. Quels sont les résultats de cet investissement? Bon, en tout cas, il a dit. Les résultats, ça c'est... là encore, c'est un autre débat. Il est ministre depuis moins d'un an. Ouais. Vous avez dit
ça fait depuis 5 ans. Ça veut dire que vous, en 5 ans, vous réglez tout ce problème, l'armée est redevenue efficace, tout va très bien. Pas du tout. En 5 ans, impossible de reconstruire complètement une armée. En 5 ans, vous posez les bases de la reconstruction d'une armée. Mais alors pourquoi vous critiquez Pourquoi vous êtes si dur envers... Parce que ces bases n'existent pas aujourd'hui. Je vous dis, nous avons aujourd'hui... En fait, nous devrions même avoir un petit peu de pudeur. Le Rwanda, quand vous regardez le Rwanda que nous critiquons, donc aujourd'hui, la RDC est prise en otage, attaquée par le Rwanda et se plaint à travers le monde entier pour que le monde entier nous aide à nous libérer du Rwanda. Je ne sais pas si on se rend compte de ce qui se passe aujourd'hui. Et donc ça ne date pas d'aujourd'hui, bien évidemment, mais ça s'est aggravé au cours des dernières années. Comme tous les pays arabes se plaignent d'Israël. Hein. Tout à fait. Sachant que derrière Israël, il y a des grandes puissances. Mais ça démontre notre faiblesse. Mon point est là. Ah, nous C'est-à-dire sommes que d'accord. tous ces pays-là, mon problème, c'est notre niveau de peu d'organisation, de faiblesse qui est à la base de ça. C'est pas le Rwanda le problème, c'est nous. Donc en 5 ans, vous dites que vous ne pourrez pas tout arranger. Non. Mais vous dites que celui qui est là depuis 5 ans aurait dû faire mieux. Absolument, beaucoup mieux. Okay. Monsieur Anzoluni, sur le plan social, vous avez dit que pour améliorer les conditions sociales, il suffisait de créer de l'emploi, donner de l'emploi. J'aimerais bien que vous puissiez développer, nous en dire un peu plus. Et puis sur la situation économique du pays. La RDC est un pays qui dépend de plus en plus sur le plan de la monnaie, du dollar américain. À chaque fois qu'il y a inflation, le panier de la ménagère, le fonctionnaire de l'État, tout le monde pleure. Quelle solution, quelle thérapie faudrait-il apporter pour que la population respire? Non, je ne dis pas qu'il suffit de créer de l'emploi. C'est très important. La situation sociale, on le dit de manière détaillée. Prenons l'éducation ou les soins de santé. On parle aujourd'hui de la gratuité. Mais la gratuité a un coût. Ce coût est pris en charge par l'État. Mais pour que l'État puisse prendre en charge ce coût, il faut que l'État puisse avoir des recettes suffisantes pour couvrir ce coût. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où on a instauré la gratuité, mais on attend des bailleurs internationaux pour couvrir le paiement de la gratuité. C'est comme si vous empruntiez... Bien sûr. C'est ce qui se fait. C'est connu. Mais c'est connu. Une partie... C'est comme si aujourd'hui, vous alliez chercher du crédit pour acheter à manger chez vous. Donc vous n'avez pas de nourriture, mais vous allez prendre un crédit pour acheter à manger. Excusez-moi, ce n'est pas une manière correcte de fonctionner. Donc si vous voulez que l'État puisse prendre en charge tous les coûts liés à l'aspect social, ça veut dire par exemple la gratuité, ça veut dire la construction d'hôpitaux. Couverture santé universelle. Mais oui, mais l'État doit avoir des ressources. Ces ressources viennent d'où? De vos propres réserves, je l'ai dit, mais ces réserves viennent d'où? Des recettes que vous faites. Aujourd'hui, avec le niveau d'entreprise que nous avons aujourd'hui, le peu d'entreprises que nous avons aujourd'hui, nous ne pouvons pas mobiliser suffisamment pour gérer tout ça. Donc il faut élargir cette base de mobilisation. C'est ça que j'ai dit. Pour élargir cette base de mobilisation, il faut créer un cadre et un contexte qui permettent de créer beaucoup plus d'entreprises. Conséquence première, celles qui seront là arrêteront d'être harcelées, inutilement parfois, parce qu'il faut ponctionner. Et puis deuxièmement, mais l'État perçoit beaucoup plus de taxes. Quel est ce cadre qu'il faudrait créer ou mettre en place pour permettre justement qu'il y ait création d'emplois? Mais je l'ai dit de manière très simple, aujourd'hui le guichet unique. Dans tous les pays aujourd'hui sur Internet, vous allez dans n'importe quel pays, même africain, structuré, vous allez sur Internet en ligne, vous créez votre entreprise. Oui, mais le seul guichet unique ne suffira pas à attirer du monde. Non, c'est un pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la création d'emplois, c'est le premier pas. Tout entrepreneur, banquier que je suis, je peux vous l'assurer, tout entrepreneur a comme premier défi la création d'entreprises. Alors on part sur 5 ans. Je repose la même question que pour l'armée. D'ici à 5 ans, comment on appelle ça? Les soins de santé universels et l'école gratuite seront financés par Floribert Anzuluni, président de la République, parce qu'il aura mis en place les structures qui permettront au Trésor public de pouvoir faire face. Elles seront financées lorsque l'État sera capable, à travers ces politiques-là, de mobiliser suffisamment de ressources pour les financer. Ma question, c'était est-ce qu'au bout de 5 ans, Floribert Anzuluni y arrivera? Nous le saurons le moment venu, mais encore une fois, j'insiste là-dessus. Aujourd'hui, le grand défi, c'est d'arrêter l'hémorragie. Il y a une hémorragie terrible. La plupart des ressources sont
complètement détourné. Mais de vous à moi, personne ne connaît la hauteur de ces ressources. Tout le monde un peu imagine, mais personne ne connaît la hauteur de ressources. On a donné suffisamment des estimations sur le coulage des recettes. Non, ça reste des estimations. Moi, je suis persuadé que la réalité va bien au-delà de ça. Ça reste des estimations. Mais comment lutter contre la corruption, le coulage des recettes? Comment arriver justement à mettre un terme à tout ça? Je pense que la justice, la sanction et la justice est un élément essentiel. Moi, l'une des politiques, c'est la création d'un parquet financier. Il faut un parquet financier avec une indépendance, avec comment on appelle ça, une capacité de poursuite indépendante. Aujourd'hui, vous avez l'IGF. Non, l'IGF a un gros problème. Après avoir élaboré son rapport, qu'est-ce qu'il fait? Ils envoient ça à la justice. Oui. Ensuite, l'IGF vous dit, moi j'ai fait mon travail. C'est comme ça que les gens sont condamnés, libérés, et ainsi de suite. Mais si vous avez un parquet indépendant avec une capacité de poursuite indépendante, la situation sera différente. Ça veut dire que l'IGF ou la structure, le parquet qui sera mis en place, aura la capacité de poursuivre, de faire arrêter et de condamner. Et ça, je pense que ça va être une différence de taille. Pour résumer, dans l'état actuel des finances publiques, vous êtes élu président de la République, l'école de base, l'enseignement de base redevient payant et vous annulez l'installation de la couverture universelle santé. Non, ce qui a été fait, encore une fois, comme on dit, ce qui a été donné ne peut pas être pris. En tant que responsable, nous devrons trouver les voies et moyens pour couvrir ce qui a déjà été fait. Malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière. Il aurait fallu, dans cette mise en œuvre, la gratuité est constitutionnelle. Là aussi, on a l'impression que c'est un cadeau du président Tshisekedi. Elle est constitutionnelle. Il a donc appliqué la Constitution. Mais cette application n'a pas tenu compte de la capacité financement de l'État. Et d'où la situation actuelle. Maintenant, on ne peut plus revenir en arrière et dire à la population que la gratuité n'existe plus. Mais nous devons mettre en place tous les mécanismes qui permettent de mobiliser suffisamment de ressources. C'est un gros défi. Durant vos premières années de mandat, vous allez continuer avec le système mis en place, la gratuité prise en charge par l'extérieur. En tout état de cause, vous ne pouvez pas aujourd'hui expliquer à la population que la gratuité n'existe pas. Il faut mobiliser plus de ressources pour couvrir cette gratuité. C'est un gros défi, mais il faut le faire. Floribert Anzoulouni, candidat numéro 5, élection présidentielle, le 20 décembre. Pourquoi pensez-vous que l'électeur qui vous écoute et vous regarde doit déposer le bulletin numéro 5 dans l'urne? Vous avez ces électeurs en face de vous. Vous avez 2 minutes. Nous vous écoutons. Alors, d'abord, je demande aux électeurs, mes compatriotes congolais, si nous avons des élections le 20 décembre, je leur demande d'aller voter. C'est extrêmement important. Je sais qu'il y a des défis énormes sur les cartes d'électeurs. Je n'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais beaucoup de cartes d'électeurs, selon notre première partie de campagne, sont détériorées. Et nous demandons aux Congolais d'aller voter. Deuxièmement, nous demandons aux Congolais de conserver leur choix. Ça veut dire qu'après avoir été voté, il faut rester dans les bureaux de vote et vous assurer que votre choix sera respecté. La CENI a l'exigence d'afficher les résultats devant les bureaux. Vous devez attendre et celui qui a un appareil photo n'a qu'à prendre photo. Deuxièmement, pourquoi voter pour nous? C'est très simple. Vous êtes conscients comme nous aujourd'hui que nous avons un problème qui est lié à un système de gouvernance, à un système politique. Ce n'est pas une question simplement d'individus. La plupart des acteurs politiques aujourd'hui ont circulé d'un camp à un autre. Tant que nous ne mettons pas un terme à ce système de gouvernance prédateur qui est incarné par la quasi-totalité de ces acteurs, le pays n'ira pas de l'avant. Nous allons tourner en rond. Et donc aujourd'hui, nous, en tant qu'alternative citoyenne, nous, en tant qu'acteurs engagés dans le renouvellement qualitatif de la classe politique, nous vous proposons, je pense, la meilleure alternative et, si vous voulez, que le pays aille de l'avant. Si nous ne faisons pas ce choix, je pense que nous referons la même chose 6 mois ou 1 année après la prochaine élection. Nous allons recommencer simplement à faire les mêmes réclamations et nous nous retrouverons encore une fois dans la même situation. Floribert Anzoulouni, candidat numéro 5, bon courage. Bon courage pour ce scrutin. Comme c'est devenu la règle depuis le début de cette campagne électorale, la radio Top Congo FM vous offre ceci. C'est pour vous. Merci. En mémoire de votre passage. Voilà. La caméra est là-bas. Nous faisons la promotion d'un jeune artiste qui s'appelle Miller Lukilonga. Qui donc a fait, si vous soulevez bien ça, comme ça il voit bien que c'est votre cadeau Top Congo FM. Merci à vous d'être venu. Merci monsieur Floribert Anzoulouni.
Dans quelques instants, nous allons recevoir notre dernier invité de la journée. Il s'agit du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Monsieur Christian Bossembe, que nous recevons après cette page de publicité. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile.